Bonjour messieurs, dames. Alors déjà, je me présente, je suis François-Xavier Bourdet-Massonnet, coordinateur de la CEP 83. Déjà, une première chose, on tient à vous remercier pour votre écoute. Nos adhérents sont très contents de pouvoir faire entendre leur voix à votre conseil d'administration dans le cadre de la préparation de ce CPOG, qui est important pour nous parce qu'il va décliner les orientations des stratégies locales de la CAF du Var sur la petite enfance. Je vais présenter d'abord la CEP rapidement. Donc la CEP 83, c'est une fédération locale du mouvement ACEP, un mouvement ACEP qui existe depuis 1982 et qui fédère les crèches associatives sur le territoire. La CEP 83 existe depuis 2006. Elle regroupe 30 lieux d'accueil du jeune enfant associatif à gestion parentale ou alors parentale. Et nous accompagnons les associations sur différents domaines, sur la vie associative, sur la réglementation, sur les choix stratégiques, sur la formation des professionnels et des bénévoles. Et nous avons aussi une partie sur l'animation de réseau, pour mettre tout ce petit monde en mouvement et qui continue à progresser. Nos objectifs, c'est de favoriser la coopération parents-pro pour améliorer la qualité d'accueil. C'est permettre la conciliation de vie familiale, vie professionnelle et vie sociale. C'est aussi réduire les inégalités, parce que les lieux d'accueil réduisent les inégalités. On a l'exemple avec l'acquisition du langage. Pour les familles vulnérables, on sait que les enfants ont des difficultés à acquérir le langage. Les lieux d'accueil collectifs permettent de gommer un peu ces disparités. Et aussi, on a une mission pour apporter des réponses nouvelles aux besoins émergents des familles. Alors, je vais d'abord faire aussi un petit constat de ce qui se passe sur notre territoire du Var. Ça bouge beaucoup en ce moment depuis 2 ans. On a rencontré beaucoup de difficultés. D'abord, une pénurie de personnel avec des grosses difficultés à recruter. Donc, ça entraîne des difficultés sur le terrain, des heures sup pour le personnel, du turnover, du remplacement à tout va. Et ça épuise aussi les équipes et ça met un peu à mal le lien parent-professionnel. On a aussi notre réseau est majoritairement PSU, prestation de service unique. C'est-à-dire que le choix est fait avec la CAF du Var, enfin avec la CAF, de faire participer les familles en fonction de leurs revenus et de la composition des familles. C'est un fonctionnement qui implique la participation des collectivités territoriales, parce que la participation des parents et de la CAF couvre 66% du budget. Les associations ont donc 34% de leur budget à trouver, généralement auprès des collectivités territoriales, avec une spécificité dans le Var, c'est qu'il y a toujours eu un gros recours au contrat aidé, ce qui permettait d'alléger la participation des collectivités. Or, depuis 2 ans, ces contrats ont tendance à se tarir, l'équilibre financier est de plus en plus difficile à trouver, et les collectivités territoriales n'arrivent pas ou ne veulent pas forcément suivre les associations dans leurs difficultés budgétaires. On rencontre aussi la concurrence des micro-crèches et des MAM, qui, eux, appliquent la page et s'installent sur des territoires où elles mettent parfois à mal l'existant. Des fois, c'est vrai qu'elles s'installent sur des territoires où il n'y a rien et c'est plutôt bienvenu. Mais c'est un mode de développement qui est un peu archaïque, qui n'a pas besoin d'autorisation pour s'installer. Donc, des fois, c'est vrai que l'existant se retrouve un peu malmené par ces nouveaux venus. On sait qu'aussi que dans ces structures, les exigences réglementaires ne sont pas la même. On a vraiment beaucoup plus d'exigences dans les modes d'accueil collectif, dans les multi-accueils collectifs, avec des règles bâtimentaires, des règles par rapport au personnel qui sont beaucoup plus poussées. On a aussi, on constate là depuis depuis 1 an à peu près, une rupture de dialogue avec les PMI, qui est ressentie par beaucoup d'associations et de directrices de crèches. Tout ça, en fait, ça amène un peu à une situation où on a du personnel qui est épuisé, des bureaux qui ne veulent plus forcément s'engager, tant les tâches semblent ardues pour eux. Alors nous, on les accompagne, on fait du mieux qu'on peut, mais c'est vrai qu'il y a des difficultés qui arrivent et on se demande comment on va faire.
Il y a eu donc la publication du rapport IGAS sur l'accueil des jeunes enfants. Il y a eu la parution de livres sur les crèches privées. Tout ça nous interroge sur une éventuelle défiance des parents vis-à-vis des lieux d'accueil collectifs. Nous, c'est quelque chose qui est beaucoup travaillé dans les associations parce que les parents sont des élus, enfin, il y a des parents qui sont élus bénévoles. Les parents participent au fonctionnement de la structure. Et ce lien qu'on arrive à faire entre professionnels et parents, pour nous, c'est vraiment le signe c'est la base de la qualité d'accueil dans les crèches. Donc, nous allons rester très vigilants par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on se rend compte au fur et à mesure, et c'est insidieux, qu'il peut y avoir une défiance vis-à-vis des modes d'accueil collectif. Alors nous, ce qu'on demande au niveau de la CEP, ce qu'on pousse comme revendication, et j'espère qu'elle vous fera écho aussi dans la préparation de ce CPOG, on demande le maintien et le développement d'une politique nationale qui favorise le développement de l'offre d'accueil et une refonte du crédit d'impôt famille et des aides fiscales aux entreprises. On s'aperçoit que dans les crèches privées, les ventes de berceaux aux entreprises, tout ça amène un surfinancement public comparé aux associations. On demande aussi des partenariats qui favorisent la coopération plutôt que le recours systématique à la mise en concurrence. Donc, on a les appels à projets, les délégations de services publics, les marchés, tout ça qui se met en place et qui renforce la logique de prestataire et ne respecte pas forcément l'émergence de projets nouveaux, de projets avec les parents, les professionnels, ni le temps associatif. On demande aussi la reconnaissance de l'utilité publique et sociale des associations à but non lucratif, voilà, qui ont vraiment un impact sur les territoires. On demande aussi la pérennisation des financements via le lissage des seuils pour la PSU. Pour pas être trop technique, c'est que il y a dans les subventions d'exploitation versées par la CAF, il y a des seuils, il y a deux, trois seuils dans le ratio heure facturée, heure réelle, qui peuvent mettre à mal les structures pour quelques différences d'une centaine d'heures. On va perdre du financement. Donc, quelque chose de plus proportionnel, ça serait beaucoup mieux parce que ça entraîne une logique auprès des parents, voilà, de remplissage, c'est des mots qu'on n'aime pas trop entendre, d'optimisation. Et tout ça, ça nous fait perdre de vue la qualité d'accueil. L'augmentation du bonus territoire, évidemment. Et aussi une augmentation du seuil des 66% dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le parent plus CAF, ça représente 60%. Si on arrivait à monter ce taux, ça serait plus facile pour coopérer avec les collectivités territoriales, c'est-à-dire qu'on leur demanderait un peu moins et on continuerait quand même cette coopération qui, pour nous, est très utile. On ne demande pas ce que la CAF et les parents financent à 100%. On a besoin de s'appuyer aussi sur les territoires pour avoir une action qui soit cohérente. Ouais. Et puis on demande aussi des soutiens et du financement pluriannuel, si possible, qui soient adaptés aux porteurs de projets et aux espaces de négociation avec l'ensemble des financeurs. Ça, c'est faire des dossiers de subvention chaque année pour la même chose. C'est vrai que c'est chronophage. Et les élus bénévoles, comme les directrices, n'ont plus trop de temps pour ça. Et puis, on y reviendra, vous avez peut-être entendu parler du service public de la petite enfance, donc l'article 10 du projet de loi qui a été abrogé par les députés, même s'il reste encore un espoir de le voir naître. On est très attaché à ce service public de la petite enfance qui permettrait vraiment de laisser la possibilité aux parents, aux familles, de construire leur parcours d'accueil dans les lieux d'accueil collectifs. Voilà pour mon intervention. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Plusieurs questions, bonjour. Vous avez parlé de pénurie de personnel tout à l'heure, d'un turnover important. Vous avez parlé des familles qui sont impactées. Mais il n'y a pas que les familles qui sont impactées, il y a les enfants qui sont impactés. De voir bouger comme ça dans les équipes du personnel qui n'est pas le même peut-être d'une semaine sur l'autre. Tout à fait. C'est aussi quelque chose qui nous interroge beaucoup. Le turnover dans les équipes, on sait que c'est pas bon pour les enfants qui ont besoin de références.
quand je parle des familles, je parle évidemment des enfants. Hein. D'accord, Je parle d'accord. des parents, des grands-parents, des familles, de tous ceux qui tournent autour de l'enfant. D'accord. Effectivement. Alors, on sait qu'il y a un travail qui est fait avec la CNAF. Il y a une revalorisation des salaires qui doit arriver en janvier 2024, avec du financement assuré normalement par la CNAF. On ne sait pas encore par quel levier ça va arriver dans les structures. Mais voilà, c'est quelque chose c'est une grosse réforme pour nous et qui impacte aussi les budgets, puisqu'on estime à peu près sur notre réseau national, avec nos études, on estime que l'augmentation salariale sur 2024-2027, ce sera à peu près de 13%. D'accord. Voilà, donc mais on est obligé de passer par là, sinon plus personne ne veut venir travailler dans les crèches. Oui, bien sûr. J'ai plusieurs questions. Vous parlez de rupture avec la PMI. Vous vous êtes posé la question pourquoi? Vous les avez rencontrés? Vous avez posé les problèmes avec la PMI? Alors, on a beaucoup de mal à rencontrer la PMI. On sait qu'eux aussi, ils sont sous tension. Non, c'est très difficile. Alors, nous, on est un réseau, c'est-à-dire qu'on n'est pas directement en rapport avec la PMI. On n'est pas contrôlé par la PMI, mais c'est le retour qui nous reviennent des directions et des élus. Hein, c'est que le dialogue est vraiment difficile. Ouais, c'est avec des incompréhensions. C'est vrai qu'il y a eu une réforme en 2022 du Code de la santé publique pour les crèches. Et cette réforme, elle donne lieu à beaucoup d'interprétations. Et on n'a pas forcément la même interprétation. Et les PMI entre elles, les PMI du Var n'ont pas forcément la même interprétation que la PMI du 13, du 06, du 04. Ouais, c'est quelque chose, comme on travaille en réseau avec d'autres fédérations, c'est quelque chose dont on se rend compte. Et c'est une difficulté qu'on a aussi d'avoir un référentiel unique pour tout le monde. D'accord. Vous avez une grosse partie de votre intervention qui est, et on le comprend, qui est positionnée sur vos subventions, les budgets, etc., etc. Vous conventionnez avec la CAF, vous avez des renouvellements tous les ans, ou alors est-ce que vous pouvez prolonger la convention, on va dire 3 ans, 5 ans, parce que c'est ça qui serait intéressant. C'est ça qui serait intéressant. Alors, les conventions avec la CAF pour les crèches associatives et les lieux d'accueil associatifs, c'est des conventions qui se font sur 3 ans, il me semble-t-il. Mais c'est vrai que, par exemple, chaque année, en ce moment, c'est une nouvelle facette de la CAF qu'on ne connaissait pas. C'est les appels à projets sur des choses, en fait, que nous faisons tous les jours. Un appel à projet sur l'art et la culture dans les crèches, ça fait partie du fonctionnement normal d'une structure de faire de l'éveil à l'art et à la culture. Et voilà. Et on demande maintenant aux associations de faire de construire des appels à projets, de répondre à des appels à projets pour faire financer ces actions. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que tout ça soit mis, ça fait partie du fonctionnement global d'une association. On ne comprend pas pourquoi on devrait détacher chaque partie comme ça pour répondre à un appel à projet. Il y a une demande d'intervention en ligne. Annie, ça fait un petit moment que vous avez levé la main. Oui, voilà, je voudrais avoir un petit peu une réponse. Vous parliez tout à l'heure de MAM et de je ne sais trop quoi, qui n'auraient pas la même réglementation qu'une association. Bon sang, accueillir des enfants en bas âge, il devrait y avoir la même réglementation pour tout le monde. Oui. On peut essayer de se bagarrer pour ça, au moins, pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité au point de vue réglementation. Alors, c'est vrai que nous, dans notre réseau, on s'est beaucoup interrogé par rapport aux MAM et aux micro-crèches. Ces projets, des fois, ils se déploient dans des secteurs où il n'y a rien et ils apportent vraiment une réponse aux familles d'un territoire. Mais c'est vrai qu'il y a une réglementation qui n'est pas du tout la même. Par exemple, une MAM, ça peut regrouper jusqu'à 4 assistantes maternelles qui vont avoir la garde de 4 enfants. Donc, au total, ça fait 16 enfants. Et on demande c'est juste 4 assistantes maternelles. Donc, pour être assistante maternelle, en clair, c'est un cursus de 120 heures de formation. C'est pas très normal, ça, cette réglementation. Voilà. Alors que dans une crèche collective, on va demander ce qu'il y ait un éducateur de jeunes enfants, qu'il y ait des auxiliaires de puériculture, des CAP petite enfance, un infirmier, un référent santé. Effectivement, voilà, c'est une difficulté qu'on a. Et surtout, leur mode de financement par la page, c'est-à-dire comme les assistantes maternelles où les familles sont remboursées après par la CAF, ne demande pas l'implication des collectivités territoriales. Donc, il y a vraiment
on sait que les collectivités territoriales sont assez gourmandes de ces structures parce qu'elles ne leur demandent rien. Ouais, mais c'est pas légitime, je trouve, parce que accueillir des très jeunes enfants ou des jeunes enfants, ça devrait être sur les mêmes pieds au point de vue réglementation. Tout à fait. Là, je crois qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. C'est pas légitime pour les enfants. Moi, je suis une personne âgée, j'ai pas de petits enfants, mais franchement, je trouve que c'est un petit peu triste d'avoir des enfants qui sont traités différemment alors que ils ont les mêmes problématiques, les mêmes besoins. Et Tout les à fait. parents, c'est pareil. Ouais, je suis C'est d'accord avec vous. pas légitime, ça. Ouais. Et puis surtout, là, alors, le petit plus de nos crèches associatives, c'est qu'effectivement, nous, il y a une grosse coopération parents professionnels. Hein, le fait que que les employeurs, ce soient des parents, le fait qu'il y ait des commissions, mais des commissions de bricolage, des commissions culturelles, des commissions, enfin, ils sont assez imaginatifs dans notre réseau pour faire vivre cette coopération. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs, qu'on ne retrouve pas dans les logiques de marché. Par exemple, dans les crèches privées, il n'y a pas cette coopération. Coopération qui est pourtant obligatoire, puisque le conseil des parents est obligatoire dans les crèches depuis 1983. Mais on ne le voit pas partout. Et d'ailleurs, la ministre Aurore Bergé l'a remis un peu à l'ordre du jour en parlant de conseil de parents, en nous citant ça comme une nouveauté, alors que c'est quelque chose qui est obligatoire depuis 1983. Et vous parlez de bénévoles dans les crèches associatives. Ces bénévoles sont recrutés de quelle façon? Est-ce qu'il y a des mamies qui peuvent venir de temps en temps? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut aider l'association, justement? Alors, tout ça va dépendre, comme dans les associations, des statuts. Il y a un mouvement, il y a une ouverture. Alors, on compte beaucoup sur les parents. Les parents, donc, ils sont élus au cours d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration. Ils ont la place au bureau, donc ils sont présidents, trésoriers, secrétaires, administrateurs. Comme vous pouvez l'être à l'UDAF, hein. C'est le même fonctionnement. Et c'est eux qui sont décideurs des orientations politiques de la crèche, des choix qui sont faits stratégiques. Et ils participent aussi à la vie de la crèche en participant à des sorties, en apportant aussi leur plus-value, qu'ils soient musiciens, voilà, enfin, qu'ils aient électriciens, enfin voilà, on fait appel à toutes les compétences dans les crèches et on fait appel effectivement aussi aux grands-parents. Les grands-parents interviennent aussi régulièrement dès qu'ils ont des compétences. Ils peuvent venir et c'est avec grand plaisir qu'on ouvre sur l'extérieur, sachant que voilà, les crèches accueillent les enfants de 3 mois jusqu'à l'école. C'est quand même, voilà, pour nous, c'est un véritable plus d'ouvrir à toute la famille. À toute la famille et puis à d'autres personnes, parce que je suis sûre qu'il y a des papiers et des mamies qui seraient ravis de participer. Oui, quand je dis la famille, j'englobe aussi les grands-parents. Voilà, les enfants, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, voilà d'ailleurs. Annie, simplement une dernière question pour une autre personne, etc. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Oui, je voulais simplement vous demander ce que vous représentiez en termes de nombre de familles, de nombre d'associations et de nombre d'enfants accueillis. Alors, on nous représente, on est à peu près, on fédère, on a 30 associations adhérentes. Ça doit représenter, ça représente à peu près 1500 familles. Et combien d'enfants? 1500 enfants accueillis, donc évidemment, il y a aussi des fratries là-dedans, donc un peu moins de familles. Voilà, mais il y a quand même une belle présence avec un petit réseau de la CEP 83 qui grandit de jour en jour. Voilà, il y a beaucoup de structures qui ont besoin d'être accompagnées aussi face à toutes ces difficultés. Bien. Donc, parce que nous avons un gros morceau après derrière qui s'intitule la comptabilité. Et pas que. Et pas que. Je tenais à remercier donc le coordonnateur de la CEP, puisqu'il s'était déplacé pour la conférence des mouvements, et ceux qui ont participé à la conférence des mouvements l'ont eu en totalité, hein, donc il était présent sur le site. Et il me reste donc, merci François-Xavier, et puis donc il va falloir qu'on travaille de manière assez proche, puisqu'il y a non seulement la COG et la CPOG, particulier. Et le CDSF. Mais il y a aussi le SDSF qui déboule immédiatement derrière dans la foulée, puisque normalement, et je crois que l'objectif est d'une signature à la fin du premier trimestre 2024 du SDSF. Donc
je sais que le cabinet Ernst & Young nous a doit nous contacter, au moins l'UDAP en tant que signataire du SDSF, mais il se peut qu'il contacte en effet des associations qui avaient contribué à l'élaboration du SDSF qui s'achève cette année, dont vous faisiez partie. On a eu un mail aussi dans ce sens, ils vont nous contacter. En tout cas, merci pour votre écoute et ce partenariat aussi qu'on entretient ensemble depuis quelques années. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Et bonjour à la présidente. Ça sera fait. Bonne journée et bon CA. Bonne journée. Salut.